Donc, ce qu'on avait fait la dernière fois, c'était les lois usuelles discrètes. On va continuer avec les lois usuelles continues. Donc, pour les lois usuelles discrètes, je vous rappelle qu'on a vu la loi uniforme discrète. On a vu aussi la loi de Bernoulli. Ensuite, la loi binomiale. Ensuite, la loi hypergéométrique. Et pour finir, on a vu la loi de Poisson. Donc, en fait, voilà les lois usuelles discrètes qu'on a traitées de près. Mais bon, ce ne sont pas les seules lois usuelles discrètes qui sont connues. Donc, on a vu, disons, celles qui sont les plus connues, mais il y en a d'autres, bien sûr. Hein. Alors, pour les lois usuelles continues, on va voir 3 lois connues essentiellement. Donc, il y aura la loi uniforme continue. Donc, comme la loi uniforme discrète, il y a aussi une loi uniforme continue. On va voir la loi exponentielle. Et pour finir, la 3e loi, ça va être la loi gaussienne ou la loi normale, celle qui est la plus utilisée et sur laquelle on va s'attarder. Bon, alors on commence par la loi uniforme continue. Donc, je vous rappelle que pour une variable aléatoire continue, je sais qu'on pourra la caractériser soit avec une densité de probabilité petit f, soit avec sa fonction de répartition grand F. Donc, dans chaque cas, dans chaque loi que l'on va préciser, on va préciser ces 2 fonctions-là et on va essayer aussi de donner les caractéristiques de la loi, à savoir l'espérance et l'invariance. Okay? Alors, on dit qu'une variable aléatoire continue, grand X, suit une loi uniforme sur un intervalle AB. Si elle admet pour densité de probabilité la fonction f définie sur R par l'expression suivante. Alors, tout simplement, f de x, elle vaut 1 sur b-a sur l'intervalle AB et elle est nulle ailleurs. Donc, voilà comment se présente la densité de probabilité d'une loi uniforme sur l'intervalle AB. Bien évidemment, vous avez les propriétés d'une densité qui sont bien vérifiées. C'est une fonction qui est positive, n'est-ce pas? L'intégrale sur R de f de x dx, ce n'est autre que l'intégrale sur AB de 1 sur d moins a dx. OK? Parce que la fonction f, elle vit uniquement sur l'intervalle AB. Donc, j'intègre de a à b f de x dx. Donc, j'intègre de a à b la constante 1 sur b moins a dx. Ça va faire b moins a sur b moins a et ça va donner 1. Alors, on écrit, comme dans le cas des lois usuelles discrètes, pour abréger un peu tout ce qu'on vient de dire, j'écris x suit une loi uniforme sur l'intervalle AB avec cette flèche qui est un peu tordue pour dire que x suit une loi uniforme sur l'intervalle AB. OK? Bon. Alors, la fonction de répartition, elle va s'exprimer de cette manière-là. Donc, je vais tout simplement appliquer la définition de la fonction de répartition. Donc, je sais que grand F, la fonction de répartition, c'est une fonction qui est définie sur toute la droite réelle pour x quelconque qui appartient à R. Par définition, c'est la probabilité de l'événement grand X strictement inférieure à petit x. Mais je sais que pour une variable aléatoire continue, je peux remplacer l'inégalité stricte par l'inégalité large, que la probabilité
de n'importe quel événement grand X égale petit x est nul. Donc, en fait, je vais intégrer de moins l'infini à x, f de t dt. Alors, pour calculer cette intégrale, l'intégrale de moins l'infini à x de f de t dt, je dois remplacer f de t par son expression. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, dans l'intégrale de moins l'infini à x de f de t dt, je dois remplacer f de t par son expression. Or, pour pouvoir remplacer f de t par son expression, je dois situer t par rapport au réel a et b. N'est-ce pas? Est-ce que vous suivez? Oui. Oui. Donc, je veux remplacer f de t par son expression. Donc, je dois comparer t aux deux réels a et b. Et bien sûr, je dois aussi tenir compte de la contrainte que t varie de moins l'infini à x. T est aussi inférieur à x. OK? Donc, ce t-là qui varie de moins l'infini à x, puisque je voudrais le comparer aux deux réels a et b, pour pouvoir remplacer f de t par son expression, donc en fait, c'est le x que je dois comparer aux deux réels a et b, pour que je puisse après comparer t aux deux réels a et b. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Ce que je dis là est très important. Une fois que vous l'avez compris, parce que ça va être la même chose dans tous les cas. Je répète encore. Dans cette intégrale, je veux remplacer f de t par son expression. Or, le t varie de moins l'infini à x. Le t, il est inférieur à x. Et pour remplacer f de t par son expression, je dois comparer le t aux deux réels a et b, l'intervalle sur lequel vit la fonction densité petit f. Donc, pour pouvoir comparer t aux deux réels a et b, je suis obligée de comparer x aux deux réels a et b. C'est ce qu'on fait ici dans ce détail de calcul. Donc, quand on ouvre ici l'accolade, la grande accolade pour calculer cette intégrale, en fait, on est en train de comparer x aux deux réels a et b. Alors, quand x est inférieur à a, le x il est inférieur à a, et le t varie de moins l'infini à x. Quand t varie de moins l'infini à x et x est inférieur à a, c'est que automatiquement, le t est aussi inférieur à a. Donc, quand le t est inférieur à a, je vais avoir ici f de t qui vaut 0, et donc l'intégrale est nulle. Vous êtes d'accord? Oui, madame. Alors maintenant, si x est compris entre a et b, si x est compris entre a et b, donc imaginez devant vous la droite réelle tracée, de moins l'infini à x, j'intègre de moins l'infini à x, et le x, donc à gauche de x vous avez le a, et à droite de x vous avez le b. Le x il est compris entre a et b. Et vous calculez l'intégrale pour t qui varie de moins l'infini à x. Donc de moins l'infini à a, vous allez intercaler le a entre moins l'infini et x. De moins l'infini à a, la fonction f est nulle. La fonction petit f de t est nulle. Et entre a et x, quand t varie entre a et x, f de t vaut 1 sur b moins a. Donc, vous allez écrire que c'est l'intégrale de a à x de 1 sur b moins a dt. Et ça va vous donner donc x moins a sur x moins b. Alors, pour terminer maintenant, donc si x est supérieur à b, donc si x
est supérieur à b, l'intégrale de moins l'infini à x, je vais l'écrire l'intégrale de moins l'infini à a, plus l'intégrale de a à b, plus l'intégrale de b à x. Donc, je vais intercaler les deux réels a et b. Les deux réels a et b qui sont à gauche de x. D'accord? Donc, quand t varie de moins l'infini à x, je vais mettre que c'est t qui varie de moins l'infini à a, plus t qui varie de a à b, plus t qui varie de b à x. Entre moins l'infini et a, f de t est nul. Entre a et b, je vais mettre l'intégrale de a à b, f de t qui vaut 1 sur b moins a, dt. Donc, je vais avoir b moins a sur b moins a et ça va donner 1. Et entre b et plus l'infini, la fonction petit f, elle est nulle, et donc la fonction grand f, elle sera l'intégrale de moins l'infini de b à plus l'infini de f de t sera également nulle. Donc finalement, je vais garder, quand je fais la somme, je vais garder uniquement 1. Donc pour récapituler, donc f de x vaut 0 si x est inférieur à a, vaut x moins a sur b moins a si x est compris entre a et b, et vaut 1 si x est supérieur ou égal à b. Vous pouvez faire les graphes respectifs des deux fonctions, densité de probabilité et fonction de répartition dans ce cas-là. Bien sûr, on va vérifier ensemble les propriétés de la fonction de répartition. Alors, on a bien la limite en moins l'infini qui est nulle, la limite grand f de x quand x tend vers moins l'infini qui vaut 0. On a bien aussi la limite grand f de x quand x tend vers plus l'infini qui est égal à 1. On a bien une fonction qui est croissante, vous le voyez. Et on a bien aussi, le plus important, une fonction qui est continue. Continue en tout point. Donc là, on va vérifier juste la continuité aux deux points a et b. Donc la limite à gauche de a, elle est nulle. Et l'image de a, donc pour x est égal à a, là je vais avoir a moins a sur b moins a et ça va donner aussi 0. Donc la limite à droite égale la limite à gauche égale f de a. Donc vous avez bien une fonction qui est continue au point a. La même chose, à gauche de b, je vais avoir ici b moins a sur b moins a. Donc à gauche de b, la limite de f de x en b moins, ça va donner b moins a sur b moins a et ça fait 1 qui est bien égal à grand f de b. Vous avez bien une fonction qui est continue au point A et B, donc continue sur R entièrement. Ok, je vous conseille de faire les graphes respectifs juste devant l'expression des fonctions ici. Bon, là, il suffit juste de faire un tout petit calcul, l'intégrale, pour vérifier cette proposition qui vous donne les caractéristiques d'une loi uniforme continue sur l'intervalle AB. Donc, on démontre que l'espérance de grand X sera égale à A plus B sur 2 et que la variance de grand X sera égale à B moins A au carré sur 12. C'est juste de faire un calcul d'intégrale. Donc, l'espérance, c'est l'intégrale sur R de T fois F de T dt. On trouve que ça fait A plus B sur 2. Et pour calculer la variance, on passe par le moment d'ordre 2. Donc, l'intégrale sur R de T carré F de T dt. Donc, le moment d'ordre 2 moins le moment d'ordre 1 au carré. Ça va vous donner le calcul de la variance qui vaut A moins B au carré sur 12. Donc, c'est juste un calcul d'intégrale que vous pouvez faire sans problème. Donc là, c'était la première loi usuelle continue. C'était la loi uniforme continue. Alors maintenant, la deuxième loi qu'on va voir ensemble, c'est la loi exponentielle. Alors, je dis qu'une variable aléatoire suit
une loi exponentielle de paramètre lambda. Donc là, j'ai un paramètre. Si elle admet pour densité de probabilité la fonction f de x définie de la manière suivante. Pardon. Donc, f de x égale lambda exponentielle moins lambda x si x est positif. Donc, f de x égale lambda exponentielle moins lambda x si x est positif et elle est nulle ailleurs. On écrit donc x suit une loi exponentielle de paramètre lambda. Vous pouvez vérifier bien sûr les propriétés d'une densité de probabilité, à savoir f, c'est une fonction qui est positive. Et quand vous intégrez sur R f de x dx, donc en fait vous allez intégrer de 0 à l'infini lambda exponentielle moins lambda x dx et ça va vous donner 1. Bon. Alors, si on calcule la fonction de répartition, la fonction définie de la manière suivante, donc pour calculer cette intégrale, comme tout à l'heure, il faut remplacer f de t par son expression. Or, f de t admet deux expressions différentes. F de t est nul si t est négatif, et f de t vaut lambda exponentielle moins lambda t si t est positif. Donc, pour pouvoir comparer t à 0, on va plutôt comparer x à 0, comme t varie de moins l'infini à x. Si x est négatif, comme t varie de moins l'infini à x, donc t va être également négatif. Donc f de t est nul, et à ce moment-là, donc l'intégrale de moins l'infini à x de f de t dt sera également nulle. Maintenant, si x est positif, comme t varie de moins l'infini à x, donc t varie de moins l'infini à 0 plus l'intégrale de 0 à x. C'est-à-dire je vais intercaler 0 entre moins l'infini à x, parce que x est positif. De moins l'infini à 0, la fonction f, petit f de t est nulle, donc toute l'intégrale elle sera nulle. Et ce que je garde, c'est l'intégrale de 0 à x, entre 0 et x quand t varie de 0 à x. F de t, donc là, je vais pouvoir la remplacer par lambda exponentielle moins lambda t. Donc, il suffit ici juste d'intégrer la primitive de lambda exponentielle moins lambda t, c'est moins exponentielle moins lambda t. Je prends la valeur en x, je retranche la valeur en 0, et donc ça va me faire exactement 1 moins exponentielle moins lambda x pour les valeurs positives de x.
Donc là aussi, je vous conseille de faire un graphe de la fonction de répartition. Et sur ce graphe-là, vous allez bien sûr découvrir et constater toutes les propriétés confirmées de la fonction de répartition, à savoir que la limite en moins l'infini est nulle, la limite en plus l'infini quand x tend vers plus l'infini, comme vous le voyez ici, quand x tend vers plus l'infini, ce terme-là va tendre vers 0, et donc je vais avoir juste une limite qui vaut 1. Vous allez avoir une fonction qui est croissante, vous allez avoir aussi une fonction grand F qui est continue, puisque ici, la limite à droite est égale à la limite à gauche, elle vaut, quand x tend vers plus l'infini, là, je vais avoir exactement ici 1 moins 1 et ça va donner 0. D'accord? Bon, alors, il suffit juste de faire un petit calcul d'intégrale comme tout à l'heure pour vérifier que pour une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle de paramètre lambda, l'espérance de x c'est 1 sur le paramètre, 1 sur lambda, et la variance de x c'est 1 sur lambda au carré. Okay. Alors, une faute à ne pas commettre, et dans laquelle tombent plusieurs étudiants, c'est la confusion entre la loi exponentielle et la loi de Poisson. Pourquoi on a tendance, d'après vous, à confondre ces deux lois? Pourquoi on a tendance à confondre la loi de Poisson et la loi exponentielle? Vous suivez? خاطر فما exponentielle. Exactement, oui. Parce que dans les deux expressions, aussi bien dans l'expression de la loi de Poisson que dans l'expression de la loi exponentielle, il y a la fonction exponentielle qui intervient. Donc, c'est pour ça qu'on a tendance à les confondre. Mais attention, ça n'a rien à voir. La loi de Poisson, c'est une loi usuelle discrète. La loi exponentielle, c'est une loi usuelle continue. Et en plus de ça, à part le fait qu'il y a l'exponentielle qui intervient, ce qui pourrait aussi entraîner la confusion entre ces deux lois aussi, c'est que pour ces deux lois, j'ai la même appellation du paramètre. Pour une loi de Poisson, j'ai un paramètre lambda, et pour une loi exponentielle, j'ai aussi un paramètre lambda. Donc, je dis que x suit une loi de Poisson, de paramètre lambda. Si la loi de grand X est donnée par probabilité de l'événement x égale k, c'est exponentielle moins lambda, lambda à la puissance k sur factoriel k. Donc, x, je dis que c'est une loi de Poisson de paramètre lambda aussi. Là, j'ai une loi exponentielle de paramètre lambda aussi. D'accord? Donc là, c'est une deuxième cause aussi pour la confusion entre ces deux lois, mais faites attention, s'il vous plaît, ce n'est pas du tout la même chose. Et je vous rappelle aussi que pour une loi de Poisson, on a montré que l'espérance et la variance, toutes les deux valaient lambda, le paramètre. Là, l'espérance vaut 1 sur lambda et la variance vaut 1 sur lambda au carré. Donc, attention, s'il vous plaît, ne confondez pas ces deux lois. Alors, pour cette proposition, il suffit juste de faire un petit calcul. Pour l'espérance, donc, vous appliquez la définition, l'intégrale sur R de t, f de t dt. Donc, vous remplacez f de t par son expression, à savoir lambda exponentielle moins lambda t sur 0 plus l'infini. Et donc, la densité ici, elle est nulle sur R moins et elle vaut lambda exponentielle moins lambda t sur R plus. Alors, pour ce genre d'intégrale, il est évident qu'il faut passer par une intégration par partie, puisque vous avez un polynôme devant la fonction, un polynôme de degré 1 ici, devant la fonction exponentielle. Si vous calculez le moment d'ordre 2, vous allez avoir un polynôme
de degré 2 devant la fonction exponentielle. Donc là, il faudra faire 2 intégrations par partie. Okay? Donc, en effectuant une intégration par partie, vous allez avoir l'espérance de x qui vaut 1 sur lambda. Et en effectuant 2 intégrations par partie, vous allez avoir donc le moment d'ordre 2 qui vaut 2 sur lambda carré. Et donc, finalement, la variance de x sera égale au moment d'ordre 2 moins le moment d'ordre 1 au carré, moins l'espérance au carré, et ça vaut 1 sur lambda au carré. Donc, je répète encore, pour une loi de Poisson de paramètres lambda, on a vu dans la première section de ce chapitre que l'espérance de x c'était lambda et la variance de x c'était lambda. Donc, les 2 caractéristiques d'une loi de Poisson, c'était exactement lambda, le paramètre de la loi de Poisson. Par contre, pour une loi exponentielle de paramètre lambda, l'espérance de x, c'est 1 sur lambda, 1 sur le paramètre, et la variance, c'est 1 sur lambda au carré, 1 sur le paramètre au carré. OK? Alors, il y a une propriété, qui est la propriété de Markov, pardon, qui est dédiée à une loi exponentielle de paramètre lambda. Alors, la propriété de Markov, qu'est-ce qu'elle dit? La propriété de Markov dit que si vous avez une variable aléatoire qui suit une loi de Poisson de paramètre lambda, si vous prenez 2 réels h et t positifs, alors la probabilité de l'événement x supérieur à t plus h, sachant que x est supérieur à t, c'est exactement égal à la probabilité de l'événement x supérieur à h. D'accord? Alors là, je dis supérieur sans préciser s'il y a une égalité large ou stricte, parce que je vous rappelle que pour une variable aléatoire continue, on peut mettre des inégalités strictes ou larges et ça ne change en rien, parce que la probabilité de l'événement grand X égale petit x est toujours nulle. Donc, on peut mettre soit des inégalités strictes, soit des inégalités larges, c'est toujours la même chose. Bon, alors on va montrer ce résultat. On va montrer, bien sûr, en tenant compte de l'expression de la fonction de répartition. N'oubliez pas que la fonction de répartition, à la base, elle a été conçue pour calculer des probabilités. Okay? Alors, j'applique la définition. La probabilité conditionnelle de A sachant B, ça vaut P de A inter B divisé par P de B. Donc, la probabilité conditionnelle de l'événement A sachant l'événement B, c'est la probabilité de l'intersection A inter B divisé par P de B. Bon, ce qui joue le rôle de l'événement A dans notre cas, c'est l'événement grand X supérieur à T plus H. Il joue le rôle de l'événement B, c'est l'événement grand X supérieur à T. Donc, je vais avoir l'intersection A inter B, donc X supérieur à T plus H, inter X supérieur à T. Donc, l'intersection, bien sûr, c'est X supérieur à T plus H. D'accord? N'oubliez pas que la définition de l'événement X supérieur à T plus H, c'est les petits oméga, tels que X d'oméga supérieur à T plus H. Donc, si X d'oméga est supérieur à T plus H, alors X est supérieur à T. Donc, l'intersection, c'est X supérieur à T plus H. Parce que T et H sont 2 réels positifs. Bon. Alors maintenant, le numérateur, probabilité de l'événement X supérieur à T plus H, ça va faire 1 moins la probabilité de l'événement X inférieur à T plus H.
Autrement dit, ça va faire 1 moins f de t plus h. N'est-ce pas? C'est la définition même de la fonction de répartition. La même chose pour le dénominateur. La probabilité de l'événement x supérieur à t, c'est 1 moins la probabilité de l'événement x inférieur ou égal à t, donc c'est 1 moins f de t. Alors maintenant, comme tout à l'heure, on a calculé l'expression de la fonction de répartition, c'est ce qu'on a fait juste au début ici. La fonction de répartition, je vous rappelle, on a calculé son expression. Voilà son expression. Donc, f de x est nul pour les x négatifs et f de x vaut 1 moins exponentielle moins lambda x pour les x positifs. Donc, à partir de là, je vais remplacer f de t plus h par 1 moins exponentielle moins lambda t plus h. Et je vais remplacer f de t par 1 moins exponentielle moins lambda t. Donc, finalement, je vais avoir exponentielle moins lambda t plus h sur exponentielle moins lambda t. Et en simplifiant, ça va me donner exactement 1 moins exponentielle moins lambda h, qui n'est autre que 1 moins f de h. 1 moins la probabilité de l'événement quand x inférieur à h. Donc 1 moins f de h. Donc ça fait exactement la probabilité de l'événement x supérieur à h. Et voilà, donc on a montré le résultat annoncé de la propriété de Markov. Donc j'insiste beaucoup sur ça. La propriété de Markov, elle dit si x suit une loi exponentielle de paramètres lambda, alors vous avez le résultat suivant où h et t sont strictement positifs. Donc, c'est le calcul d'une probabilité conditionnelle. Attention, s'il vous plaît, n'essayez pas d'appliquer la propriété de Markov à n'importe quelle loi. C'est juste valable pour une loi exponentielle de paramètres lambda. On l'a montré pour ce genre de variables aléatoires qui suivent une loi exponentielle de paramètres lambda. OK? Bon. Cette propriété sera utilisée dans un exercice de la série. Alors, la dernière loi usuelle continue, c'est la loi de Laplace-Gauss. On parle aussi de la loi normale. Alors, la loi de Laplace-Gauss, elle s'exprime à l'aide de deux paramètres, m et sigma. Donc, m, c'est un réel, et sigma, c'est un réel strictement positif. Alors, je dis qu'une variable aléatoire grand X suit une loi de Laplace-Gauss ou une loi normale de paramètres m et sigma si sa densité de probabilité est donnée par l'expression suivante. Donc, f de x s'exprime de la manière suivante. C'est la constante 1 sur sigma racine de 2pi fois exponentielle moins x moins m au carré sur 2 sigma au carré. Alors, elle est un peu lourde, cette densité de probabilité, dans le sens où son expression est alourdie par ces deux paramètres m et sigma. Mais en fait, si je banalise un peu, c'est en fait juste une constante fois la fonction exponentielle. D'accord? La constante, c'est 1 sur sigma racine de 2pi.
et l'exponentielle de moins x moins m au carré sur 2 sigma au carré. Alors, comme cette densité de probabilité dépend de m et de sigma, donc à chaque fois, f sera indexé par m et sigma. Je mets f indice m sigma de x. OK? Donc, la fonction f, la densité de probabilité, sera indexée par ces deux paramètres m et sigma. M, c'est un réel, et sigma, c'est un réel strictement positif. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure, pourquoi on a appelé petit m et petit sigma ces deux paramètres, pourquoi on ne les a pas appelés avec d'autres lettres. Donc, dans ce cas-là, je dis que x j'écris plutôt que x suit une loi normale de paramètres m sigma. On dit que c'est une loi normale, on dit aussi que c'est une loi de Laplace-Gauss, et on dit que grand X est une variable aléatoire normale ou gaussienne, tout simplement. Bon, alors je vais tout d'abord vérifier qu'il s'agit bien d'une densité de probabilité, que cette fonction petit f m sigma est bien une densité de probabilité. On va le faire justement parce que son expression est un peu alourdie avec ces deux paramètres m et sigma. Donc, c'est une fonction qui est positive. On est d'accord? 1 sur sigma racine de 2pi exponentielle moins x moins m au carré de sigma carré, tout est positif, l'exponentielle est positif, sigma est positif, donc cette constante, elle est positive, tout est positif. Alors, on va montrer, maintenant, on va vérifier que son intégrale sur R est égale à 1. Donc, je vais intégrer de moins l'infini à plus l'infini, f m sigma de x dx. OK? Alors, je vais faire le changement de variable u égale x moins m sur sigma racine de 2, juste pour alléger un peu ce qu'il y a dans la fonction exponentielle. Donc, quand je fais le changement de variable u égale x moins m sur sigma racine de 2, du coup, je vais obtenir ici exponentielle moins e au carré. Justement, tout a été fait pour. Alors maintenant, pour les bornes. Alors, les bornes ne changent pas. Pourquoi? Pourquoi les bornes ne changent pas? Quand x varie de moins l'infini à plus l'infini, u va varier également de moins l'infini à plus l'infini. Je vous écoute. Pourquoi les bornes ne changent pas? U et X tendent vers la même limite. Oui, pourquoi? Sigma positif. Exactement, oui, parce que sigma, le paramètre sigma, n'oubliez pas qu'il est positif. Donc, j'ai dit tout à l'heure, m appartient à R, vous voyez? Et sigma, c'est un réel strictement positif. Le deuxième paramètre de cette loi, sigma, c'est un réel qui est strictement positif. Donc, comme sigma est positif, quand x varie de moins l'infini à plus l'infini, u va varier également de moins l'infini à plus l'infini. Alors, du sera égal à dx sur sigma racine de 2. Donc, on a remplacé ici dx par sigma racine de 2 du. Vous voyez? On a remplacé dx par sigma racine de 2 du. Avec le 1 sur sigma racine de 2 pi qui existe déjà, en simplifiant, il va rester exactement 1 sur racine de pi. Donc, on simplifie, il va rester 1 sur racine de 2 pi fois cette intégrale-là, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle moins u carré du. Vous vous rappelez, cette intégrale, on l'a déjà vue. Où est-ce qu'on l'a vue, cette intégrale? Transformé de Fourier. Oui,
cette intégrale-là, on l'a vu en transformée de Fourier. Je vous ai même proposé une manière de montrer que cette intégrale-là vaut racine de pi. Il y a plusieurs manières pour calculer cette intégrale. J'ai proposé une manière, je l'ai mise sur la plateforme aussi, une manière de calculer cette intégrale-là, de vérifier qu'elle vaut racine de pi. Je vous ai dit que dorénavant, donc cette intégrale-là, quand vous la rencontrez, vous pouvez écrire directement qu'elle vaut racine de pi. Donc, je vais avoir ici racine de pi sur racine de pi, ça va donner 1. OK? Donc là, c'était juste pour vérifier qu'il s'agit bien d'une densité de probabilité. Donc, j'ai dit f indice m sigma, c'est une fonction qui est positive. Son intégrale sur R est égale à 1. Il s'agit bien d'une densité de probabilité. Et c'est la densité de probabilité d'une loi normale de paramètres m sigma. Alors maintenant, on va montrer aussi par un calcul intégral que si x suit une loi normale de paramètres m sigma, alors l'espérance de x vaut m et la variance de x vaut sigma au carré. Et bien sûr, maintenant, vous allez comprendre pourquoi on a appelé petit m ce premier paramètre et pourquoi on a appelé sigma ce deuxième paramètre. D'accord? Donc, en fait, ce premier paramètre, le petit m, ce n'est autre que la moyenne de x, l'espérance de x. C'est pour ça qu'on l'a appelé petit m. Et le deuxième paramètre, sigma, on l'a appelé sigma parce que justement, ça correspond à l'écart type de la variable aléatoire grand x. On va vérifier tout de suite que la variance de x, c'est sigma au carré. Donc, quand je passe à l'écart type, ça va donner exactement sigma. D'accord? Donc, je répète encore. Le premier paramètre de la loi normale correspond à l'espérance de la loi normale. Le deuxième paramètre de la loi normale, sigma, correspond à l'écart type de la loi normale. D'où le rappellation. C'est pour cette raison qu'on a choisi ces lettres bien particulières, m et sigma, pour ces deux paramètres. Bon, alors on va démontrer ce résultat. Donc, on va commencer tout d'abord par le calcul de l'espérance. Donc, j'applique la définition. L'espérance, par définition, c'est l'intégrale de x, f, m sigma de x dx. D'accord? Je remplace f, m sigma de x par son expression. Donc, 1 sur sigma racine de 2pi, exponentielle moins x moins m au carré sur 2 sigma au carré. Alors, comme tout à l'heure, exactement, pour alléger un peu ces notations, on va faire un petit changement de variable au niveau de ce qui est dans l'exponentielle ici. Donc, je vais faire exactement le même changement de variable que tout à l'heure. Je vais poser u égale x moins m sur racine de 2 sigma. OK? Donc, je vais poser u égale x moins m racine de 2 sigma. Donc, comme tout à l'heure, les bornes ne changent pas. Dx sera remplacé par sigma racine de 2 du. Donc, je répète, dx sera remplacé par sigma racine de 2 du. Exponentielle moins x moins m au carré. Exponentielle moins x moins m au carré sur 2 sigma au carré sera remplacé par exponentielle moins u au carré. Justement, le changement de variable a été fait pour. Encore une fois, comme sigma est positif, les bornes ne changent pas. Quand x varie de moins l'infini à plus l'infini, u va varier de moins l'infini à plus l'infini. Et pour finir, par rapport à tout à l'heure, ce qu'on a de différent, c'est que là, j'ai un x, vous voyez,
puisque je suis en train de calculer l'espérance. Donc, ce x-là, je vais le remplacer, bien sûr, puisque j'ai fait le changement de variable u égale x moins m sur sigma racine de 2. Donc, le x sera remplacé par sigma racine de 2u plus m. OK? Bon. Alors, je vais ici donc calculer ces deux intégrales. Je me retrouve en utilisant la linéarité et l'intégrale avec une somme de deux intégrales. Alors, pour la première intégrale, donc, je vais avoir sigma racine de 2, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de u exponentielle moins u carré du. Et bien sûr, il y a le racine de pi qui reste à l'extérieur, que je récupère à partir de la constante précédente. Donc ça, c'est le premier terme de la première intégrale. Ensuite, la deuxième intégrale, je vais avoir donc le n qui est là, divisé par racine de pi, la constante restante, après simplification, ici. Donc, je vais avoir m sur racine de pi fois l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle moins u carré du. Bon, et je vais sommer ces deux intégrales. Alors, d'après vous, que vaut cette première intégrale? L'intégrale sur R de u exponentielle moins u carré du. Elle vaut 0. 0. Elle vaut 0. Pourquoi? Parce que tout simplement, il s'agit de l'intégrale d'une fonction Impair. impaire. La fonction u exponentielle moins u carré, c'est une fonction impaire. J'en intègre sur R, ça va donner 0. Donc, ce que je vais garder, c'est m sur racine de pi, donc cette deuxième intégrale, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini exponentielle moins u carré du qui vaut racine de pi. Donc, je vais avoir m sur racine de pi fois racine de pi, donc je vais avoir m. OK? Donc, voilà le résultat qui a été annoncé. Donc, petit m, qui est le premier paramètre de la loi normale de paramètres m et sigma, le petit m, ça correspond exactement à l'espérance de cette loi, l'espérance de x. Bon. Alors maintenant pour la variance. D'habitude pour la variance, pratiquement dans tous les autres cas qu'on a calculés auparavant, on a fait quoi? À chaque fois, on a dit que la variance, c'était le moment d'ordre 2 moins le moment d'ordre 1 au carré. Donc, on calculait le moment d'ordre 2 et on retranchait le carré de l'espérance. Dans ce cas de figure, pour cette loi, il est beaucoup plus intéressant d'utiliser la définition initiale de la variance, à savoir que la variance, c'est l'intégrale sur R de x moins e de x le tout carré fois f de x dx. Pourquoi je dis que c'est beaucoup plus intéressant d'utiliser cette première définition dans ce cas-là? Réfléchissez un peu. Je peux remplacer x moins e de x au carré par e carré, c'est tout simplement fois 2 lambda au carré, et au carré. Oui. Parce que quand j'utilise cette définition et je remplace l'espérance de x par m, je vais avoir ici x moins m au carré. Ce qui m'arrange
m'arrange bien parce qu'en fait, je sais que je vais plus tard faire le changement de variable exactement le même que tout à l'heure, c'est-à-dire U égale X moins M sur racine de 2 sigma. Donc, ça m'arrange ici d'avoir un X moins M au carré. Donc, c'est plutôt beaucoup plus intéressant pour nous d'utiliser la définition initiale de la variance que de mettre c'est le moment d'ordre 2 moins le moment d'ordre 1 au carré. Bien sûr, vous pouvez le faire, vous allez au bout trouver exactement le même résultat. Mais c'est mieux, vu le changement de variable que je compte faire, c'est beaucoup mieux d'utiliser cette définition-là. Donc, je vais poser U égale X moins M sur racine de 2 sigma, toujours le même changement de variable, de manière ici à avoir exponentielle moins U au carré. D'accord? Donc, quand je fais le changement de variable U égale X moins M sur racine de 2 sigma, les bornes ne changent pas, toujours comme sigma est positif. Dx sera remplacé par sigma racine de 2 du et x moins m, le x moins m qui est là, sera remplacé par sigma, donc le x moins m qui est là sera remplacé par sigma racine de 2 u. Bien sûr, le tout pris au carré. Donc, en simplifiant, vous avez ici sigma racine de 2 au carré, ça va faire sigma au carré fois 2, donc 2 sigma au carré ici. Voilà ce que j'ai récupéré ici. Là, il y a bien sûr le racine de pi que je garde aussi en bas. Et ce que je récupère ici, c'est l'intégrale sur R de u au carré exponentielle moins u carré du. Il suffit juste de faire une intégration par partie, u au carré exponentielle moins u carré du. OK? Donc, je vais l'écrire comme étant u fois u exponentielle moins u au carré. N'est-ce pas? Donc, quand j'intègre par partie, je vais dériver le u et je vais prendre la primitive de u exponentielle moins u carré. Donc, j'intègre par partie. Donc, je vais avoir ce premier terme-là qui sera nul en effectuant l'intégration par partie. Donc, les limites en plus ou moins l'infini, ici, seront nulles pour ce premier terme. Et cette intégrale que je récupère, c'est toujours cette intégrale, cette fameuse intégrale dont on connaît la valeur qui vaut racine de pi. Donc, je vais avoir racine de pi sur 2. Et là, j'ai 2 sur racine de pi ici dans cette constante qui vont se simplifier. Et finalement, donc, la variance sera égale à sigma au carré. OK? Donc, on récapitule. Et ça, c'est un résultat qu'on utilise directement aussi. Donc, si je prends une variable aléatoire qui suit une loi normale de paramètres m et sigma, alors l'espérance de x, c'est m, le premier paramètre de cette loi, et la variance de x, c'est sigma au carré, donc c'est le deuxième paramètre que vous prenez au carré. Donc le sigma, le deuxième paramètre, ça correspond, on a dit, à l'écart type de x. OK? Bon. Alors maintenant, on va passer à l'étude de cette densité de probabilité. On va étudier f indice m sigma de x. C'est une fonction qui est définie sur R et on va justement l'étudier. F indice m sigma défini comme étant la constante 1 sur sigma racine de 2pi fois exponentielle moins x moins m au carré sur 2 sigma au carré. Alors, la première remarque à faire, c'est que si vous calculez l'image de m plus x par la fonction petit f, et si vous calculez l'image de m moins x, vous allez vous rendre compte que c'est exactement la même chose.
Allez-y, faites-le. Donc, quand vous calculez f de m plus x, ça va vous donner quoi? Bien sûr, la constante fois exponentielle moins m plus x moins m. Donc, ça va faire x au carré sur 2 sigma au carré. C'est ça? Et si vous calculez l'image de m moins x maintenant, ça va vous donner la constante fois exponentielle moins m moins x moins m, le tout au carré. Donc, ça fait aussi exponentielle moins x au carré sur 2 sigma au carré. Et ça fait donc, vous voyez, exactement la même chose. Donc, pour tout x appartenant à R, m moins x et m plus x ont la même image par cette fonction petit f. Je répète encore. Donc, pour tout x appartenant à R, m moins x et m plus x ont la même image. Ça veut dire quoi? Ça, c'est exactement la définition d'un axe de symétrie, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la droite d'équation x est égale à m est un axe de symétrie pour le graphe de petit f, puisque f de m plus x et f de m moins x sont identiques, quel que soit x. Donc, f de m moins 2, c'est la même chose que f de m plus 2. F de m moins 1, c'est la même chose que f de m plus 1. F de m moins x, c'est la même chose que f de m plus x. Et ceci pour tout x appartenant à R. Ça veut dire tout simplement que la droite d'équation x est égale à m. C'est une droite verticale, n'est-ce pas? La droite d'équation x est égale à m. C'est un axe de symétrie pour le graphe de petit f. OK? Ça veut dire que le graphe de petit f est symétrique par rapport à la droite x est égal à m. D'accord? Donc, j'ai repéré un axe de symétrie pour le graphe de petit m. Je vois aussi tout de suite que les limites en plus ou moins l'infini, quand x tend vers plus l'infini, quand x tend vers moins l'infini, les limites de f sont nulles, parce que tout simplement, vous avez l'exponentielle de moins x moins m au carré sur 2 sigma au carré. Okay? Donc, les limites en plus ou moins l'infini de petit f sont nulles. Alors, si je dérive maintenant petit f d'ailleurs, je sais que c'est une fonction qui est indéfiniment dérivable. Elle est de classe infinie. Elle s'exprime à l'aide de cette exponentielle. Donc, vous pouvez dériver autant de fois que vous voulez. Alors, quand vous dérivez cette expression, vous allez avoir la dérivée de exponentielle u de x, et c'est u' de x, exponentielle u de x. Donc, quand vous allez dériver ici, la dérivée de u', ça va vous donner moins 2 x moins m sur 2 sigma au carré, fois l'exponentielle. Donc, ça va faire, en effectuant les calculs, ça va faire moins x moins m sur sigma au cube racine de 2pi fois cette exponentielle-là. OK? Je suis en train de faire une sorte d'étude de fonction pour cette fonction petit f. Hein? Donc, j'ai calculé les limites en plus ou moins l'infini. J'ai remarqué tout d'abord qu'il y a un axe de symétrie. X est égal à m, il y a un axe de symétrie. Maintenant, je suis passée au calcul de la dérivée de petit f. Alors, je suis en train de calculer cette dérivée juste pour avoir la monotonie de petit f. Je vois tout de suite que cette dérivée s'annule pour x est égal à m. Donc, quand x est égal à m, la dérivée s'annule, n'est-ce pas? Et cette dérivée-là, elle est positive à gauche de m, parce que là, j'ai un signe moins ici, vous voyez. Donc, la dérivée, elle sera positive sur moins l'infini m, et elle sera négative sur m plus l'infini. D'accord? Ce qui veut dire que
la fonction petit f, elle sera croissante sur moins l'infini m, sa dérivée est positive, et elle sera décroissante sur m plus l'infini. Et au point m0, au point m pas 0, au point m1 sur sigma racine de 2pi, il y a une tangente ici horizontale, n'est-ce pas? Puisque la dérivée de petit f, elle est nulle. Ok? Donc l'image de petit m, f m sigma de petit m, là je vais avoir exponentielle 0 qui vaut 1, donc l'image de petit m, c'est 1 sur sigma racine de 2pi. L'image de petit m, f de petit m, sera égale à 1 sur sigma racine de 2pi. Donc au point petit m, 1 sur sigma racine de 2pi, j'ai une tangente horizontale du graphe de petit f. Vous pouvez donc tracer le graphe de petit f à partir de toutes ces données. On vient de faire une étude de fonction, de cette fonction-là, la fonction densité de probabilité d'une loi normale. Bon, à partir de là, à partir de cette étude de f indice m sigma, est-ce que je peux déduire une étude de la fonction grand F, la fonction de répartition? Alors, rappelons-nous que la définition de la fonction de répartition, grand F, bien sûr, je vais aussi l'indexer par m et sigma, puisque à chaque fois, ça va dépendre de m et de sigma. Donc, j'ai juste ici écrit la définition, c'est l'intégrale de moins l'infini à x de f de t dt. Grand F de x, c'est l'intégrale de moins l'infini à x de f de t dt. C'est la définition même de la fonction de répartition. Et j'ai remplacé f petit f de t par son expression, à savoir 1 sur sigma racine de 2pi exponentielle moins t moins m au carré sur 2 sigma au carré. Alors malheureusement, cette intégrale-là, je ne peux pas la calculer. Je n'ai pas de moyen manuel pour calculer cette intégrale. Parce que, d'abord, la première remarque, c'est que je n'ai pas une primitive usuelle de cette fonction-là que je suis en train d'intégrer. Je n'ai pas non plus d'autres méthodes manuelles comme une intégration par partie ou un changement de variable qui me permet de calculer cette intégrale. Mais bon, je sais que une fonction de répartition, c'est une fonction qui est continue, c'est une fonction qui est croissante, et c'est une fonction qui admet des limites qui valent plus ou moins l'infini, en respectivement 1, 0. Bon, mais je me dis, j'ai eu quand même pas mal d'informations sur la fonction petit f, la densité de probabilité. Est-ce que je peux les exploiter pour avoir certains renseignements sur, de plus bien sûr, sur cette fonction de répartition grand F? Alors justement, comme on vient de vérifier tout à l'heure que x est égal à m, c'est un axe de symétrie pour le graphe de petit f. Donc, quand je trace le graphe de petit f, on a dit que x est égal à m est un axe de symétrie. En plus, on a dit que le point m, au point m, 1 sur sigma racine de 2pi, la fonction admet une tangente horizontale. Donc, je peux bien sûr écrire que l'intégrale de moins l'infini à m moins x de f de t dt, c'est exactement la même chose que l'intégrale de m plus x à plus l'infini de f de t dt. Il suffit juste que vous traciez le graphe de petit f. Donc, quand vous allez tracer le graphe de petit f, donc, au point m, 1 sur sigma racine de 2pi, vous avez une tangente horizontale.
Sur moins l'infini moins m, la fonction, elle est croissante. Sur m plus l'infini, la fonction, elle est décroissante. Donc, quand elle croît, elle va croître de 0 à 1 sur sigma racine de petit. Et quand elle décroît la fonction, elle va décroître de 1 sur sigma racine de 2pi à 0. Je suis juste en train d'exploiter le tableau de variation qu'on a déduit tout à l'heure pour la fonction petit f. Donc, bien sûr, quand je trace le graphe de petit f, je vois tout de suite que l'intégrale de moins l'infini à m moins x sera exactement égale à l'intégrale de m plus x à plus l'infini, puisque la droite x est égale à m est un axe de symétrie. D'accord? Donc, l'intégrale de moins l'infini à m moins x, si vous assurez cette R, là c'est une R que je suis en train de calculer, hein, c'est l'aire délimitée par le graphe de f, l'axe des x et la droite m moins x. D'accord? Et si vous tracez donc l'autre R, l'aire, donc l'intégrale de m plus x à plus l'infini de f de t dt, vous assurez les deux R sont égales parce que x est égal à m est un axe de symétrie. Ok? Bon, là j'ai exploité l'axe de symétrie que j'ai repéré tout à l'heure de la fonction petit f, la densité de probabilité. Alors ce que je repère ici, à gauche, dans cette égalité qui est marquée, l'intégrale de moins l'infini à m moins x, f de t dt, ça, c'est exactement la définition de grand F au point m moins x, n'est-ce pas? C'est la définition même de la fonction de répartition au point m moins x. Bon. Maintenant, cette intégrale-là, l'intégrale de m plus x à plus l'infini de petit f de t dt, je pourrais l'écrire comme étant l'intégrale sur R moins l'intégrale de moins l'infini à m plus x, n'est-ce pas? Puisque l'intégrale sur R de moins l'infini à plus l'infini, c'est l'intégrale de moins l'infini à m plus x plus l'intégrale de m plus x à l'infini. D'accord? Alors, cette première intégrale, je sais qu'elle vaut combien? 1. Vaut 1, oui, puisqu'il s'agit d'une densité de probabilité, que petit f est une densité de probabilité, donc cette intégrale-là vaut 1. Et la deuxième intégrale, l'intégrale de moins l'infini à m plus x f de t dt, ça c'est exactement la définition même de grand F au point m plus x. D'accord? Donc finalement, l'axe de symétrie de la fonction petit f m'a permis de déduire l'égalité suivante. Donc grand F au point m moins x, c'est 1 moins grand F au point m plus x. Donc, en particulier, puisque c'est une égalité qui a lieu pour tout x appartenant à R, donc en particulier pour x est égal à 0, je vais avoir grand F au point m égale 1 moins grand F au point m. Donc, je vais avoir 2 fois grand F au point m qui vaut 1. Donc, grand F au point m vaut 1,5. OK? Donc, quand j'ai pris la valeur particulière x égale à 0 dans l'égalité précédente, j'ai déduit la valeur que prend grand F au point m, qui vaut 1,5. Donc, finalement, cette égalité-là, grand F au point m moins x égale 1 moins grand F au point m plus x, elle pourra s'écrire aussi, juste je remplace le 1 qui est là par 2 fois grand F de m. Donc, je vais avoir grand F au point m plus x égale 2 fois grand F au point m
moins grand F au point n plus x. Ok? Donc, grand F de x plus x0 égale 2 fois f de x0 moins f de x0 moins x. Ça, c'est exactement la définition d'un centre de symétrie. Ça veut dire tout simplement que le point de coordonnées m, f de m, donc m, n demi, le point de coordonnées m, n demi, est un centre de symétrie pour la représentation graphique de grand F. Donc, en exploitant l'axe de symétrie pour la fonction densité de probabilité petit f, et en exploitant le fait que l'intégrale sur R de petit f de t dt est égale à 1, on a constaté que la fonction grand F, la fonction de répartition, admet un centre de symétrie, qui est le point de coordonnées m 1,5. Donc, malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, la fonction grand F, je ne peux pas l'expliciter. C'est-à-dire, je ne peux pas donner son expression à l'aide d'une fonction bien déterminée parce que tout simplement, je ne peux pas calculer cette intégrale à la main. Je n'ai pas de moyens pour calculer cette intégrale à la main. Donc, je suis juste en train d'essayer de déduire certaines propriétés de cette fonction grand F. Ok? Donc, à part les propriétés que je connais, les propriétés usuelles d'une fonction de répartition, à savoir que c'est une fonction qui est continue, que c'est une fonction qui est croissante, à part les limites en plus ou moins l'infini que je connais de cette fonction-là, je suis en train de voir si je peux déduire d'autres caractéristiques de cette fonction de répartition. Bien sûr, ces caractéristiques, je vais essayer de les déduire à partir des caractéristiques que j'ai déjà constatées concernant la fonction densité petit f. Okay. Donc, j'ai exploité l'axe de symétrie pour la fonction petit f pour déduire un centre de symétrie pour la fonction grand F, qui est le point de coordonnées m 1,5. Okay. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On n'a pas terminé avec cette loi, hein, donc il reste encore des résultats à annoncer pour la loi gaussienne ou la loi normale de paramètres m et sigma. Je vous laisse le soin juste de reprendre tous ces calculs qu'on a fait, surtout avec la loi normale. Pour les deux autres lois, les calculs étaient très simples. Donc, impérativement, je vous demande d'essayer de tracer le graphe de la fonction petit f, indice m sigma, et le graphe de la fonction grand f, indice m sigma. Donc, vous pouvez aussi, bien sûr, pour la fonction petit f, la densité, tracer le tableau de variation. D'ailleurs, on a toutes les données pour tracer le tableau de variation. Donc, vous tracez le graphe de petit f, vous tracez le graphe de grand F. Vous avez beaucoup de données qui vous permettent de tracer aussi le graphe de grand F. Bien qu'on n'a pas fait, on ne peut pas expliciter rigoureusement la fonction grand F. On n'a pas donc l'expression de grand F, mais on peut tracer son graphe juste avec toutes les données qu'on a ici. D'accord? Donc, on va se retrouver après-demain, jeudi, à 8h15 pour terminer ce cours et commencer le nouveau chapitre de Proba. D'accord? Donc, jeudi à 8h15, on va terminer ce cours-là. Il nous faudra juste une petite demi-heure pour terminer ce cours, le chapitre 4, et on va commencer le chapitre 5, le dernier chapitre qu'on va voir ensemble en probabilité. Donc, je vais faire après-demain un cours de probabilité.
continuer le cours de probabilité. Et mardi prochain, on fera une séance et demie entière de maths de signal avec le nouveau chapitre. Le chapitre 3 de maths de signal sera abordé mardi prochain. Donc, mardi prochain, je ne ferai pas de proba, je ferai uniquement le chapitre 3 de maths de signal. Et jeudi après-demain, on va terminer le chapitre 4 de proba et on va commencer le chapitre 5. OK? Alors, je vais m'arrêter là. Bien. Oui, وكلهم en ligne les séances هذوما. oui. Si vous voulez venir la semaine prochaine, moi, je suis partante. Hein. moi مادام خاطر باش روحنا معناتها فهمت هذاك علاش نسأل فيك باش ما نبقاوش نرجعوا. D'accord, c'est comme vous voulez. Je m'aligne à ce que vous voulez, de toutes les manières. Après-demain, ça va être en ligne, c'est sûr. Mais si jamais vous voulez venir la semaine prochaine, vous voulez vous présenter, moi je dis, bien sûr, je serai pour un cours en présentiel. Mais si ça vous arrange mieux que ça soit un cours en ligne, on va garder les cours en ligne. C'est comme vous voulez. Donc, on ne sait pas encore s'il va y avoir une semaine ou 2 semaines en plus après les vacances, on va voir. Donc, la semaine prochaine, on fera aussi, donc, mardi, le cours de maths de signal et jeudi, le cours de probabilité. Pour les 2 jeudis qui restent, après-demain et le jeudi d'après, je ferai les cours de probabilité. OK? D'accord, madame. D'accord. Alors, ce jeudi, donc après-demain, on se retrouve à 8h15 et non pas à 8h30. On va commencer un peu plus tôt, comme ça vous aurez plus de temps après pour vous reposer pour le cours qui va suivre. Sinon, donc, je compte sur vous pour ce jeudi, pour après-demain. Donc, d'ici après-demain, reprenez ce qu'on a fait aujourd'hui avec pour la loi normale, pour cette loi-là. Donc, reprenez les calculs qu'on vient de faire ensemble, reprenez-les vous-même et tracez, je répète encore, tracez les 2 graphes, le graphe de petit f et le graphe de grand F. Vous pouvez aussi, bien sûr, le faire même pour les autres lois, la loi uniforme et la loi exponentielle, mais tracez les graphes, vous allez mieux voir l'allure de ces fonctions-là. Et surtout pour la loi normale, on a besoin de tracer les graphes pour mieux comprendre toutes ces propriétés-là. OK? Alors, on se retrouve après-demain. Je vous laisse. Au revoir. Au revoir. OK, au revoir.